Donc tout d'abord, à toutes les sanghas ainsi que tous les amis qui sont connectés au travers le monde, je vous adresse mes salutations. Aujourd'hui, c'est le 8e jour d'enseignement et le sujet que nous allons aborder est l'âge de la philosophie. Donc, je vais vous introduire avec... donc, sur cette diapo, vous voyez la dernière période védique. La deuxième est période védique, c'est-à-dire la période finale. Donc, il y a 3 sections. La première, les 4 Védas, ensuite la période brahmanique et puis l'âge de philosophie. Donc c'est 3 parties qui permettent de décrire cette période finale védique. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la dernière catégorie qui est l'âge de la philosophie. Donc, en général, lorsqu'on parle de l'âge où les philosophies en Inde commencent à apparaître. Donc, lorsque les peuples aryens ont commencé à s'étendre en dehors des plaines du Punjab, en descendant les vallées du Gange, donc, au travers de cette expansion de ces peuples, donc, cette expansion est marquée notamment par un développement de la politique et de la littérature remarquable. On parle vraiment donc de cette époque d'une civilisation particulièrement remarquable, tant au niveau de la politique et de la littérature dans l'histoire de la civilisation indienne. Et notamment en termes de politique, toute la région de Magadha était devenue une région très connue où les progrès se faisaient rapidement. Donc, à la fin de la période brahmanique, lorsque va se développer l'âge de la philosophie, il y a donc toute cette région de Magadha, notamment, qui devient très connue, lieu de progrès remarquables, rapides. Et ça va être plus clair avec la diapo qui suit. Donc sur cette diapo qui montre donc ici sur avec le stylo, on a entouré la région du donc quand ils partent des plaines du Punjab, s'étend le long des vallées du Gange. Et donc on peut en fait les différentes nuances de couleurs sur la première carte montrent l'extension et à la fin en fait ils occupent une très grande partie du territoire indien tel qu'on connaît maintenant. Et de ce fait, et là Magadha, voilà, entourée en rouge, cette région de Magadha est entourée en rouge, elle est là. Et c'est une région qui devient très importante. Et la raison est que, comme je l'avais évoqué, donc c'est Magadha, en fait, c'est devenu un lieu qui était très connu de tout le nord de l'Inde. Lors de l'âge de la philosophie,
Donc, en fait, toute la partie du nord devint sous le contrôle de la région de Magadha. Et donc, d'une certaine façon, on peut dire à ce moment-là que c'était comme un grand royaume. Et, et donc, voilà, la civilisation a été très développée dans ce royaume. Et il y avait notamment, lorsque donc le Magadha prend contrôle ainsi et forme un grand royaume qui occupe donc toute la partie nord de l'Inde, il y a l'empereur Chandragupta Maurya donc à ce moment-là, on peut dire oui, comme d'une certaine façon, Magadha devient comme un grand pays, parce que la région de Magadha contrôle un très grand territoire. Et en parallèle, il y a dans le sud de l'Inde le royaume d'Andhra, l'Andhra Pradesh. Et également, donc il y a un grand royaume dans le sud de l'Inde, qui est également donc un centre politique et culturel important. Et il y a des récits sur la culture, les civilisations d'Andhra et de Magadha. Et encore plus dans le sud, il y a aussi la civilisation dravidienne, qui donc c'est la civilisation dravidienne qui est à l'origine des populations qui ont fui l'invasion des peuples aryens. Et donc apparaît à l'âge de la philosophie trois grands royaumes, le royaume de Magadha, le royaume d'Andhra et tout dans le sud, le royaume de la civilisation dravidienne. Et comme ces trois civilisations commencent à entrer en contact, on peut dire qu'à partir de ce moment, lors de l'âge de la philosophie, en fait, la civilisation indienne recouvre pratiquement tout le territoire actuel de la zone géographique de l'Inde. Donc, je vais poursuivre en développant plus le royaume de Magadha. Alors, pour parler du royaume de Magadha, vous voyez sur la carte, qui montre, sur la carte, vous voyez, donc il y a une couleur un peu marron qui donne approximativement l'étendue du territoire. On dit approximativement parce qu'en fait, lors de l'expansion de ce royaume, par moment, c'était plus grand, par moment, c'était plus petit. Et pendant cette période, donc l'âge de la philosophie est appelé ainsi notamment parce que donc culturellement, la philosophie en fait se développe durant cette période, non seulement la philosophie d'une façon générale, mais en particulier le bouddhisme aussi. Et notamment, le Bouddha lui-même a passé la moitié de sa vie à Magadha et les conseils de Shravasti et Pataliputta également se trouvaient à Magadha, si bien que le Magadha, en fait, est une des régions les plus connues en termes de bouddhisme. Alors, Magadha, donc on parle d'une région qui se trouve sur le cours inférieur du Gange, principalement dans les régions orientales de l'Inde actuelle. Donc, cette partie de la géographie forme globalement la région de Magadha.
Ensuite, au cours des différentes dynasties qui ont gouverné, en fait, le territoire de Magadha a beaucoup fluctué, comme on vient de le dire. À un certain moment, en fait, toute l'Inde du Nord a été complètement sous le contrôle de Magadha et également une partie de l'Inde du Sud. Et donc, le royaume de Magadha était devenu par moments un très vaste royaume. Donc, il est difficile, globalement, lorsqu'on parle du royaume de Magadha, de délimiter clairement jusqu'à où il s'étendait. Mais quoi qu'il en soit, il demeure pour un royaume qui a eu une influence très importante. Et notamment dans les textes Purana, les textes d'histoire Purana dont on avait évoqué un peu au cours de sessions précédentes. Donc, ces textes Purana, donc, qui sont comme un peu des textes dans la période donc c'est un genre littéraire parallèlement au texte des Védas et ces Purana en fait parlent de différentes choses, mais notamment sont des textes d'histoire. Donc c'est un catégorie littéraire, c'est Purana, qui évoque beaucoup de sujets comme l'origine de l'univers, les différents types de dieux, mais également la succession des rois, euh, les différents courants religieux et on parle à la fois des sujets sur les mythes, les légendes, la philosophie, etc. Donc les Puranas sont en fait un genre littéraire qui couvre beaucoup de sujets différents. Et, euh, et il existe de nombreux Puranas et notamment donc certains Puranas datent de peu de temps après la mort du Bouddha. Et de ce fait, donc, il consiste globalement plutôt donc un genre de littérature qui est apparu tardivement. Euh, donc, les Puranas constituent donc un genre littéraire très important, notamment si on s'intéresse à l'histoire et à la philosophie. Et donc, ces Puranas, en fait, on va sans rentrer dans le détail dans le sujet, on va les utiliser comme source pour illustrer nos propos sur l'histoire et la philosophie. Et notamment les Puranas à propos de Magadha. Donc, la première dynastie à Magadha, elle est appelée les Haryanka. On dit qu'avant même les Haryanka, il y avait probablement une autre royaume, hein, une autre dynastie, avant même cette première dynastie des Haryanka. Mais il n'y a pas de source historique claire à ce sujet. Donc ça reste une hypothèse. Euh, on pense qu'il devait y avoir, mais il n'y a pas de document historique qui permet d'étayer ça. Et donc on part sur l'idée que la première dynastie, ou du moins la première dynastie clairement identifiée, c'est des Haryanka, qui a régné sur Magadha pendant plus de 200 ans. Avec une section de 10 rois et c'est pendant la dynastie Haryanka que naît le Bouddha. Ensuite, la deuxième dynastie, c'est Shaishunaga. La dynastie Shaishunaga. Shishunaga, Shishunaga, Shishunaga. Et cette dynastie dure pendant 60 ans avec 2 rois. Mais
ce sujet est un peu à différentes explications, académiquement parlant. On n'a pas besoin pour l'instant d'entrer dans les détails, mais disons, sur cette dynastie, les experts ne sont pas d'accord entre eux. C'est également l'époque des 16 puissants royaumes, comme la dynastie des Hayanka aussi. Donc ces deux sont l'époque des 16 puissants royaumes. Et la troisième dynastie, la dynastie Nanda, qui a régné pendant 100 ans et qui a eu 10 rois. Et enfin, donc, la dynastie fondée par le roi Chandragupta, il fonde la dynastie Maurya et a pris le contrôle de Magadha. Et notamment, le fameux empereur Ashoka était le petit-fils du roi Chandragupta. Donc ça, c'est un très brève introduction sur le royaume de Magadha. On reviendra sur certains points plus en détail lorsqu'on abordera la naissance du Bouddha. Le sujet qui suit, en tibétain. Donc, de quoi il s'agit? Après l'apparition des Upanishads, qui signifient donc les textes ou à proximité pour rappeler l'aspect de transmission secrète. Donc, les brahmanes, ce qu'ils ont fait après l'apparition des Upanishads, c'est qu'afin de préserver leurs coutumes anciennes, et notamment leur rituel d'offrande, tout cela sont le symbole de la caste des brahmanes. Et puis, les gens du peuple aussi avaient l'impression que ça faisait partie de leur vie. Donc, le fait de faire des rituels d'offrande faisait partie intégrante de la vie de cette civilisation. Différents rituels. Ça fait partie de leur mode de vie. Donc, en fait, ils continuent à préserver ainsi toutes ces traditions, ces rituels d'offrande. Et ensuite, l'émergence des philosophies avec l'âge de la philosophie, non, reste au dépend donc de l'émergence des philosophies. Et donc, ils avaient le souci donc de transmettre leur savoir aux générations futures. Et donc, pour préserver ces traditions, transmettre, donc ils ont commencé à codifier les procédures des rituels. Non seulement les rituels, mais également le système d'éducation. Donc, comment, pour assurer une bonne transmission, ils ont également commencé à codifier la façon de transmettre leur héritage. Les rituels d'offrande en particulier, mais d'une façon plus générale, toute leur tradition. On appelle, comme vous avez deviné, sutra. Et parmi donc, ces textes, donc, qui constituent un nouveau genre littéraire, ils sont très concis, très condensés, comme des précis. En tibétain, on appelle ça do, en sanskrit, on appelle ça sutra, et le mot sutra, en fait, ça signifie fil. Le sens de fil, d'un fil. À l'origine, il dérive du mot svara,
Sva, qui est le verbe coudre. Donc, en fait, ici, on parle d'un fil comme un fil qu'on utilise pour une guirlande de fleurs, par exemple. Donc, c'est comme le fil qu'on utilise pour coudre quelque chose ou pour rassembler une guirlande de fleurs. C'est l'origine donc du mot sutra. Et l'idée, en fait, au travers de ce mot, c'est on parle d'un genre littéraire qui va rassembler en quelques mots de vastes significations. C'est un peu comme un, un aide-mémoire, voilà, une œuvre condensée, une œuvre de synthèse qui condense donc de vastes textes. Et ainsi, donc, c'était un moyen de permettre de transmettre facilement de toutes ces traditions, parce que les sutras étant des textes petits, sont faciles à mémoriser, faciles que sont comme des mémoires, des précis, on peut facilement consulter. Et on pense que les premiers sutras apparaissent moins 600 ans avant Jésus-Christ. Et puis, les sutras les plus tardives arrivent au tournant du premier millénaire. Et, donc, les sutras, comme on vient de dire, sont un peu comme un condensé de la tradition brahmanique. Et donc, basiquement, ils sont ils sont un peu comme ils répètent un peu le contenu des brahmanas. Puisque simplement, ces textes, en fait, condensent ou synthétisent le sens des longs commentaires que sont les brahmanas. Et de fait, il n'y a pas tellement de nouveautés en termes de contenu entre les sutras et les brahmanas, puisque les sutras, en fait, sont principalement des condensés des brahmanas. Et donc, la qualité des sutras, c'est de pouvoir avoir globalement le sens des brahmanas dans des textes qui sont condensés. Et également, c'est des textes qui sont très concis, avec des mots simples, et c'est écrit sous forme de poèmes. En fait, la caractéristique des sutras sont des textes qui sont faits pour être facilement mémorisables, notamment pour les enfants, puisque l'on parle de transmission de leur savoir, c'est essentiellement une transmission pour des enfants. Donc, c'est des textes qui doivent avoir des mots simples pour que les enfants puissent facilement comprendre et mémoriser. Donc, c'est écrit, la caractéristique des sutras, c'est que c'est vraiment écrit avec des mots simples, dans un style qui est facile à mémoriser, par des poésies, des tournures poétiques qui sont faciles à mémoriser. En fait, donc, dans les sutras, il y a vraiment l'aspect pratique de transmettre. Donc, si on écrit des textes qui sont longs, élaborés, les enfants vont jamais arriver à bien assimiler cela. Et donc également, par souci de mémorisation, ces sutras étaient écrits sous forme de vers. En règle générale, il y a différents types et traditions de sutras. Donc, il y a différents types de sutras, non seulement différents types de sutras, un peu comme des manuels scolaires, des résumés. Chacun a son manuel scolaire, donc chacun, en fait, faisait sa propre tradition de sutras. Et on se retrouve donc globalement avec une grande variété de sutras différents, suivant les traditions à transmettre et également le sujet à transmettre. Et de ce fait, ce qui est un peu par la suite, donc ce qui est un peu triste pour nous, c'est que il ne reste presque plus des sutras de nos jours. Mais néanmoins, donc voilà, la plupart des sutras ont été perdus, et donc ça, c'est un point attristant pour nous.
Mais néanmoins, pour développer ce sujet, euh, de ce qui reste, établir cette catégorisation, cette répartition pour parler des différents sutras. Bien que, hélas, la plupart de tous ces sutras ont disparu. Il n'en reste que très peu de tous ces sutras. Mais d'abord, pour pouvoir étudier les sutras, il est important de savoir qu'à cette époque des sutras, il y a déjà différentes écoles philosophiques, traditions différentes. Et donc, pour soutenir cela, je dois développer un peu le sujet. 대zen 당보드 가르슬라비입니다. 안에 이제 연락 주세요. 다 이제 연락 주세요. 근데게 줌다스나다도 다든지게 가르다지 규반징게로 중이 말해. 다 디즈기 조데 가르치아브스나 리제기 슝디즈 리제기 parler des 6 다 이제 연락 주세요. 중이 말해. Donc, qui sont en fait des branches de la tradition des Védas. On peut parler de 6 branches de la tradition Véda, les 6 branches du Véda. Donc, tout d'abord, la première catégorie, donc ces 6 branches du Véda que vous voyez sur la diapo, qui sont apparues en différentes circonstances. Mais hélas, donc, comme on a évoqué, il n'en reste très peu de ces sutras. Kalpa porte sur les rituels, deuxième Siska sur donc les quatrième éthique, l'éthologie actuelle, étude, poésie, étymologie, grammaire et astrologie. Et ensuite, la deuxième catégorie est celle des philosophies. La première catégorie était les 6 branches du Véda. La deuxième est celle de la philosophie. Et là également, on a 6 sous-catégories. Donc celle-ci, elle apparaît des Upanishads. 주루니보다 가라사나 찔부비 주루다 남바 상게비 주루. 다 찔부비 주루다 남바 상게비 주루디 지단기다. 가르소지 시작사사 사고마르베다 지 사변용사로디 년내기 슝디즈 년내기 더르고 슝디즈를 된. On rentre pas dans le détail, vous avez les 6 catégories. Alors elles sont donc, on dit que pour cette troisième catégorie aussi s'appuie sur la base des Upanishads. Et qu'ensuite, lorsqu'elles se sont développées, ces deux religions, jainaïsme et bouddhisme, elles se développent d'une certaine façon indépendant des autres écoles philosophiques, des 6 écoles philosophiques qu'on a vues en deuxième catégorie. Elles se démarquent du fait qu'elles vont se développer de façon indépendante de la tradition védique. Donc, on va parler ainsi de ces deux religions que sont le jainaïsme et bouddhisme. Et la particularité est que eux, donc, même s'il y a l'influence des textes védiques, ils ne les acceptent pas comme étant les textes fondateurs de leur tradition.
Et également, pour le janaïsme et le bouddhisme, leurs enseignements sont préservés sous la forme de sutras. Mais néanmoins, la caractéristique de ces sutras, c'est que contrairement aux autres qui sont en fait des résumés des brahmanas, c'est-à-dire les commentaires des Védas, donc tous les autres sutras en fait s'appuient sur la période védique, en fait ne sont comme d'une certaine façon des résumés de la tradition védique, alors que les sutras du jainisme et du bouddhisme en fait n'ont pas cette caractéristique. Et là également, le, la, la particularité également des sutras bouddhistes, comme on l'a vu, c'est qu'ils apparaissent après la mort du Bouddha, puisque lors de son vivant, en fait, aucun de ses enseignements n'était consigné par écrit. La mise à écrit des enseignements du Bouddha est venue après. Donc, dans les premières catégories des sutras, comme on avait vu dans une des diapos précédentes, c'est les 6 branches du Veda. Donc, on revient, le premier, donc sur la diapo, on revient sur les 6 branches du Veda qui constituent la première catégorie des sutras, les shiksha. Donc ça, c'est un mot sanskrit, qu'on traduit en tibétain par choga, qui signifie rituel. Et cette catégorie, cette première, il y a encore 3 sous-catégories. Comme vous pouvez voir sur le diapo, petit i, petit 2i, petit 3. Donc c'est comme Dharma Sutra. Donc tout d'abord, le premier, c'est le sutra de l'écoute, Tsupedo. Donc ça porte sur le commentaire des rituels. On appelle les sutras sur l'écoute. Et pour laquelle on appelle ça en tibétain les sutras de l'écoute. En fait, ce sont des commentaires qui sont de rituels, d'une façon simple à comprendre, à retenir. Le deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les Dharma Sutras, Chujito en tibétain. Et ceux-là, ils sont très importants, cette deuxième catégorie. Et pourquoi c'est important? C'est qu'ils parlent des traditions du pays, des habitudes, du mode de vie, ainsi que les règles, les lois à l'époque. Et de ce fait, en fait, les Dharma Sutras, cette deuxième catégorie de I, est très importante parce qu'elle nous apprend sur la culture de la civilisation, leurs habitudes et également les règles de la société. Et la troisième, Kinjido, on veut dire, c'est comme les disciples, ça porte sur la discipline. En fait, c'est un peu comme les sutras sur des règles de conduite monastique. Et également, donc, lorsque les enfants de brahman donc étudiaient ces sutras, ils devaient les apprendre par cœur. Notamment, oui, dans cette deuxième sutra, le Dharma Sutra, il y avait donc toute la partie qui portait sur les lois, les règles de la société que les enfants devaient apprendre par cœur. Et une fois qu'ils devenaient adultes, ils mettaient en pratique ce qu'ils avaient appris par les différentes responsabilités qu'on leur confiait une fois qu'ils rentraient dans l'âge adulte. Et actuellement, en fait, hélas, nous ne disposons que quelques fragments de ces Dharma Sutras. Griya Sutra, Grihastha Sutra. Donc, le Griya Sutra, en fait,
ça en fait parle un peu des règles de conduite dans la famille. Quel est le rôle du père, des enfants, et cetera. Quel était leur rôle dans la famille, à quoi les usages, et cetera. Donc c'était dans ce Guya Sutra. On parle aussi des rituels, par exemple, concernant le mariage, donc également tous les usages pour avoir des enfants, l'allaitement, l'éducation, et cetera. Et aussi, il parle aussi les rituels qui sont liés à la famille. Tous les rituels qu'on fait dans le foyer. Donc, il y en a vraiment de nombreux rituels différents. Et tout cela, en fait, si on s'y intéresse, en fait, il faut faire des recherches sur cette catégorie qui est le Guya Sutra, qui est le troisième. Kimgido en tibétain, Guya Sutra. Donc, oui, donc pardon, en fait, tout à l'heure, donc c'est comme un peu des règles monastiques, mais appliquées à un foyer. Donc, c'est vraiment toutes les règles de la vie de tous les jours. Donc, la responsabilité ou le comportement de chacun dans une famille, les différents rituels liés à la vie de famille, etc. Donc, globalement, donc c'est trois, on appelle ça des rituels, ces sutras de rituels. Donc, la première, donc on est sur la gauche de la diapo en bas. Et donc, dans ce qu'on appelle les sutras associés au rituel, il y a donc ça, les sutras de l'écoute, le Dharma Sutra et puis le Guya Sutra. Ensuite, la deuxième des 6 branches des Védas, c'est celle qu'on appelle l'Aktap, qu'on pourrait dire l'art de la lecture, shiksha en sanskrit, et qui ça signifie. Donc ça porte sur la récitation des mots des Védas, la prononciation notamment. Également, quelle notion véhicule ces mots, comment on doit y penser, comment on les prononce, la mélodie. Ça porte voilà, sur la façon d'être éloquent dans la lecture de ces textes. Et c'est une branche qui est importante parce qu'il y a cette tradition qui est ancrée de tout apprendre par cœur, de cette transmission orale. Et donc, cette partie était importante, et d'autant plus importante qu'on avait évoqué, en fait, les brahmanes apportaient beaucoup d'attention à une prononciation soigneuse, et notamment parce qu'ils pensaient que si un mot était mal prononcé, eh bien, ça faisait une offense aux divinités. Et donc, il y a eu vraiment, donc c'est une caractéristique dans la transmission orale des Védas, c'est non seulement c'était transmis en grande partie oralement par la mémorisation, mais également il y avait un soin particulier à ce que ça soit oralement bien transmis au travers de la transmission orale, la prononciation, l'éloquence. Et ainsi, il y a différents domaines de connaissances se sont développés à partir de cela. Et également, par la suite, dans le véhicule des mantras secrets, il y a des textes ensuite qui expliquent un peu comment prononcer les mantras. Et donc, ces textes, en fait, ils ont un aspect très similaire par rapport à ce type de mantra, de cette deuxième catégorie de mantra. Donc, de nos jours, en fait, personne ne s'intéresse tellement à ce type
sur la prononciation. Mais même de nos jours, dans certaines instructions, dans certaines instructions bouddhistes, dans le véhicule des mantras secrets, on rappelle ou on souligne l'importance de bien prononcer les mantras. Donc on retrouve en fait toutes ces traditions qui est déjà en fait mis en avant dans les 6 branches des Védas, notamment au travers de cette deuxième branche. Ensuite, la troisième branche, donc juste en fait, globalement, c'est en fait, il y a différents domaines de connaissances dans cette deuxième branche qui, en fait, globalement, en fait, sont devenus des domaines de connaissances indépendantes. Alors, il y a comme Debjol. Alors, toujours sur la diapositive, au chiffre 3, vous avez fait donc Debjol en tibétain. Donc, je pense qu'il y a eu une petite inversion quelque part. Donc, du coup, peut-être que c'est bien de faire un break maintenant. Je crois qu'il y a une inversion je crois que j'ai trop à faire. Et donc, on va faire une pause de demi-heure et on se retrouve dans une demi-heure. Donc, ensuite, la troisième branche des Védas, la composition. Notamment, en fait, la composition des poèmes védiques. Donc, c'est une branche qui développe beaucoup sur le type de poésie. Donc, en fait, donc, la poésie, en fait, imprègne complètement les Védas, mais ensuite, l'importance donc du style poétique était telle que ça devenait donc une branche en soi, une branche de connaissance en soi. Ensuite, Nirukta, la quatrième branche, on peut traduire Nitik en tibétain, qui signifie étymologie. Donc, dans les Védas, il y a des mots qui sont difficiles à comprendre, des notions difficiles à comprendre. Alors, notamment autour de moins 400 ans avant notre ère, il y avait un grammairien célèbre, un grand grammairien en Inde, qui s'appelait Yaska. C'est comme ça qu'on doit prononcer, je pense. Et c'était donc un grand grammairien. Et avant lui, aucune grammaire sanscrite était comparée à ses œuvres. Et donc toutes les grammaires qui étaient avant, avant les œuvres de ce grammairien ont perdu leur influence. Et donc on commençait à être perdu. Niruktas. Et de ce fait, en fait, c'est notamment l'œuvre Nirukta de ce grammairien célèbre qui est Yaska, qui est devenu un peu une référence pour expliquer les mots anciens. Donc d'où vient en fait donc cette domaine de l'étymologie vient notamment de là. Et avant Virakana, donc on appellerait grammaire en tibétain, donc oui, la grammaire, on peut dire ça. Donc cette cinquième branche donc porte sur la grammaire.
Alors, pour expliquer donc, au départ, il y avait différents textes au sujet de la grammaire des Védas, mais ensuite, il y a eu également un grand érudit, Panini. euh, et donc, après, en fait, donc, sa contribution sur la connaissance de la grammaire était telle que tous les textes qui étaient avant ont été petit par- partis. Et en fait, donc, et notamment, donc, il reste la référence, c'est la grammaire, on appelle la grammaire Panini. Et donc, Panini, il vivait au nord-ouest de l'Inde. Alors, il y a différentes sources qui disent qu'il vivait entre le moins 400 et moins 300 avant notre ère. Donc, de nos jours, il y a un hindouiste allemand célèbre, Max Müller. En fait, c'est un nom assez long et c'est un allemand. En général, les mots allemands sont difficiles à prononcer. Donc, lui, c'est Friedrich Mark Müller, si je prononce bien. Et donc, c'est un indologiste, je sais pas comment on dit, un hindouiste, enfin, un expert dans l'étude sur l'Inde. Et il dit qu'il n'y a que deux textes antiques sur la grammaire. Et il dit, en fait, si on compare, donc ces deux textes antiques sont un texte de grammaire antique grec et un indien. Et en fait, lorsqu'on les compare, ce qu'il dit, c'est donc ce que cet expert dit, il dit que les textes sur la grammaire grecque, elles sont sans intérêt au regard de l'œuvre de Panini sur la grammaire indienne. Donc, tout ça, en fait, pour dire que l'élaboration de la grammaire indienne telle que développée par Panini était tellement élaborée que les textes qu'on pouvait trouver sur la grammaire antique paraissaient indigents. Et les grammairiens modernes, donc, assez récemment, donc il y a des grammairiens qui ont fait beaucoup de recherches, et notamment sur la langue, la grammaire, etc., et notamment sur le fait qu'il y ait une origine commune des langues du monde. Il y a dans les différentes langues du monde, il y a beaucoup de mots qui ont des racines communes. Et donc, de ce fait, donc, il y a des recherches qui sont concentrées sur cela, sur cette recherche l'origine d'une langue mère. Et donc, si on accepte cette théorie, eh bien, d'une certaine façon, on est un peu obligé de porter nos études sur justement la grammaire indienne, ou- et, qui est tellement riche et élaborée. Et on pense donc que si c'était le cas, qu'il y avait comme une langue mère, ou du moins une certaine influence mère dans les différentes langues du monde, eh bien, elle viendrait de cette époque-là. Et aussi, donc, le fait comment la grammaire indienne, durant cette époque, en fait, c'est tellement développé, raffiné et étonnant. Ensuite, la branche suivante, c'est l'astrologie. Vous savez, la sixième.
Alors, l'astrologie était importante dans le sens où si on devait faire des rituels d'offrande, ils devaient être faits à des jours auspicieux, à des jours qui conviennent. Et donc, de cela, il fallait faire des calculs d'astrologie. Donc, savoir quel jour était de bon augure pour tel ou tel rituel ou tel jour n'était pas de bon augure, etc. Et donc, il fallait faire des calculs d'astrologie. Ensuite, comme j'en avais déjà parlé, donc lorsqu'on avait parlé dans les branches des rituels, dans les sutras des rituels, on a dit que dans les sutras des rituels, il y a 3 sous-catégories, 3 types de sutras. Et le deuxième, si vous vous souvenez, c'est Dharma Sutra. Donc là, je vais développer Dharma Sutra. Donc c'est une catégorie de sutras très importante. Donc il parle en fait de toutes des responsabilités qu'il y a dans les rituels, les règles dans les rituels. Donc ce qu'il fallait faire pour les pratiques quotidiennes, pour montrer le respect aux divinités. Donc ces sutras, en fait, codifient un peu comme les standards pour les pratiques quotidiennes. Et ça décrivait aussi les différentes responsabilités et pouvoirs dans la société et comment gérer les transgressions par rapport à ces responsabilités. En fait, c'est un peu comme les livres du règlement dans un monastère tibétain, les règles de discipline. En fait, ça exprimait un peu les lois contemporaines à l'époque et comment les appliquer, les sentences, etc. Comme les traditions des populations aryennes est considérées comme la position la plus élevée, en fait, en fonction de cela, ils ont commencé à codifier donc les lois en fonction d'une division par caste. Donc maintenant, quand on parle de caste, la tradition des castes, donc la question, si on devait mettre ces traditions de caste par des textes de loi, eh bien, ça nécessite une classification claire de ce que sont ces castes. Et c'est pourquoi, à cette époque, donc les personnes en charge d'écrire les lois, de consigner par écrit les lois, en fait, c'était un sujet épineux que cette division par caste. Donc pour eux, c'était difficile au travers des lois de définir cela. Et une des difficultés notamment, c'est qu'il y avait beaucoup de castes différents. En fait, il y avait des clans ou des castes différentes. Et donc, comment faire pour déterminer juste 4 castes? Donc, en fait, la base du système social était telle qu'en fait, il devait déterminer 4 castes distinctes. Pas une de plus, pas une de moins.
Et donc, c'était compliqué. Comment faire pour rentrer dans ce cadre de... Et donc, ils ont commencé donc à devoir justifier ou pour définir telle ou telle caste de cette façon, pourquoi, quels critères, etc. C'était vraiment difficile. Donc, co- comment faire pour faire rentrer dans le cadre un système juridique déterminant 4 castes, alors que dans la société, ça ne se passait pas comme ça. Il y avait de nombreuses castes différentes. Et à ce temps, pour certains, donc les personnes en charge des lois faisaient ce qu'ils pouvaient pour imposer ce système de 4 castes de façon légale, mais ils n'avaient aucun argument valable pour imposer cela. Et il y avait notamment 3 experts qui étaient très influents dans la compilation des lois. Et en fait, lorsqu'on regarde, donc il y avait 3 personnes très influentes dans l'établissement des textes de loi. Et lorsqu'on regarde en fait les écrits de ces 3 experts, en fait, leurs écrits ne concordent pas pour justifier le système de caste. Les explications sont différentes, les arguments sont différents. Par exemple, Gautami, le, le Dharma Sutra Gautama, comme sur la diapo, on peut voir. Donc, si par exemple, le père est de la caste Kshatriya, la mère Brahmana, eh bien, ou au contraire, donc voilà, il y avait, si par exemple, au contraire, donc il devait expliquer tout ça. Dans quel caste apparaît, donc vous voyez sous le tableau en dessous, par exemple, si le père était Brahmana, c'est la mère du clan des Brahmanes, la mère du clan, etc. Et il n'y a pas d'explication très claire. Pourquoi cette classification plutôt d'une autre, etc. Quel argument pourrait justifier une telle classification? Et en fait, le fond, c'est que c'est juste des explications qui sont arbitraires. Il n'y a aucun argument valable. Et donc, c'était un peu tiré par les cheveux. C'était sans se baser sur des faits. Ils n'avaient pas d'autre choix que de faire selon leur pensée d'une façon arbitraire, justifiée de façon arbitraire. Et donc, à la fois illustrer, définir pourquoi telle caste inclut telle ou telle personne ou pas, etc. Et ensuite, comment aussi bien la division que la façon comment ces castes interagissent entre eux. Tout ça n'était pas clair. Et à cette époque, il y avait le royaume de Vidéha et Magadha à cette époque. Donc, c'était les 2 royaumes les plus puissants dans les vallées du Gange. Et en fait, dans cette région, la population était loin d'être à 100% des populations aryennes. Donc, il n'était pas du tout 100% arien. Et donc, du coup, il y avait des doutes sur leur origine ethnique. Est-ce qu'une personne était vraiment aryenne ou pas? Et comme c'est expliqué ici, la division entre les 4 castes, en fait, comme on peut voir dans les textes,
amusant de voir que ils étaient même intégrés des personnes d'ethnie grecque hein, dans les 4 castes. Et donc même les Grecs étaient inclus dans ces 4 castes. En fait, ils connaissaient rien vraiment de. euh, donc ensuite, on parle des, des- de la division en castes, mais c'était vraiment un gros problème, cette division par caste. Parce que les, donc on ne pouvait pas parler de caste pure, donc dire que quelqu'un était purement de la caste Kshatriya ou purement de la caste Brahma, tout simplement parce que il y avait déjà beaucoup de mélanges entre les différents clans, différentes interactions. Et donc, d'un seul coup, vouloir figer comme ça en 4 castes distinctes était extrêmement difficile, extrêmement arbitraire. Et par la suite, donc, plusieurs experts ont dit donc il y avait des contradictions. Donc aussi, il y avait, il n'y avait pas fondamentalement de raison de diviser ainsi en 4 castes. Il y avait un aspect qui n'était pas naturel. Et donc, de ce fait, pour imposer cela, ils invoquaient des raisons divines, par exemple, de sorte à ce que les gens, petit à petit, se mettent à croire que c'était justifié d'avoir ce système de caste, que ça venait de raisons divines. En fait, lorsqu'on regarde dans le détail, le système des castes n'est établi que de façon arbitraire. C'est extrêmement arbitraire, non naturel. Et, et donc, même jusqu'à de nos jours, on observe que de façon un peu arbitraire, il y a des gens comme ça qui croient en ce système de caste comme quelque chose qui est comme un ordre supérieur, quelque chose de divin. Mais alors ensuite, donc tout cela, ce système de caste, en fait, avait des conséquences par rapport aux taxes locales, la répartition des travaux sur l'agriculture, etc. Et également les lois, les sentences, les peines. Et tout ça, en fait, est décrit dans le Dharma Sutra. Et ce qui était un peu amusant, c'est qu'à l'époque, la population aimait mémoriser. Ils mémorisaient tout. Donc, ils mémorisaient les textes de philosophie, ils mémorisaient les textes de loi.
Et ensuite, donc, ce n'était pas des choses parfois qui étaient très utiles, qu'on pouvait mettre vraiment en pratique, mais néanmoins, donc, ils sont simplement contentés de les mémoriser. Donc, pour avoir, euh, donc le Dharma Sutra qu'on a dit, donc ça traitait des lois, les taxes, donc l'administration, le commerce, donc etc. Il y a beaucoup de sujets et à l'époque, donc les gens aimaient mémoriser et donc même il y avait de quoi mettre par écrit les textes, en fait, autant que possible, les gens préféraient mémoriser par cœur. Si bien que même les personnes de loi, comme les avocats, enfin oui, des avocats ou des juges, en fait, ils récitaient les Dharma Sutras qui les concernaient de mémoire. Et c'est pas de mémoire, en fait, qu'ils jugeaient ainsi donc des différents cas et décidaient des peines appliquées. En- Donc globalement, donc il y avait un peu un inconvénient du fait que simplement ils se contentaient de mémoriser des textes par cœur et ainsi de décider sur la base de mémoire de choses du passé. Donc il y avait en termes de donc il y avait donc certains inconvénients à cette façon de procéder. Et ensuite, donc on passe au sutra des responsables de foyer, le Guya Sutta. Et comme on avait évoqué dans les premiers enseignements, si vous vous souvenez, il y a 3 castes qui sont autorisées à pratiquer la religion. Et la caste des brahmanes, la caste des dirigeants, kshatriya, et la caste des vaishyas. Et donc pour eux, il y avait typiquement donc 4 étapes dans la vie, qu'on appelle les 4 ashramas, que vous pouvez voir sur la diapo. Donc c'est 4 étapes, l'étape du célibat, celle de la vie de foyer, celle de la vie dans la forêt et puis celle de l'errance. Je vais vu rapidement. Et là, dans la tradition la tradition tradition de s'isoler, d'avoir une vie un peu d'austérité, en fait, euh, elle remonte avant. Ces traditions existaient déjà avant. Donc, on peut voir clairement donc, dans les sources du bouddhisme dans ces sutras sur la vie de foyer. Donc, tout d'abord, première étape de la vie, c'est lorsqu'on est célibataire et c'est l'étape de l'étude. Donc, cette étape de célibat était de 8 à 16 ans dans la caste brahmane. Pour la caste dirigeante, c'est de 11 à 21 ans. Et pour la caste Vaishya, de 12 à 24 ans. Donc, cette période, donc on voit cette période est là plutôt pour la caste des brahmanes, un peu plus tard pour celle de la classe kshatriya, qui est celle des dirigeantes, et encore un peu plus tard pour la caste vaishya. Alors donc les brahmanes portaient donc un ornement comme un fil qui caractérisait leur caste lorsqu'ils étaient étudiants.
Donc, ils avaient un ornement donc, sous forme d'un fil pour bien montrer qu'ils appartenaient à la caste des brahmanes et pas celle des dirigeantes ou de celle des vaishyas. La troisième. Et donc, dans leur vie de célibat, ils allaient étudier auprès d'un gourou. Donc, ils allaient au foyer du gourou pour étudier. Et ils pouvaient étudier aussi longtemps qu'ils le souhaitaient. Ils pouvaient étudier pour 12 ans, ou 24 ans, ou 36 ans, ou 48 ans, ou aussi longtemps qu'ils souhaitaient. Et quand on parle d'études, en fait, l'activité principale de leur étude était d'apprendre par cœur les Védas. Et une fois que vous avez mémorisé les Védas, il y avait aussi des règles de discipline très strictes, comme ils n'étaient pas autorisés d'inhaler des fumées qui induisaient des états seconds. Et également, ils n'avaient pas le droit de porter des bijoux, ils devaient nouer leurs cheveux au-dessus de leur tête, porter donc des vêtements assez simples. Ils ne pouvaient pas s'engager dans tout ils ne pouvaient pas suivre comme ça leurs désirs. Ils devaient être obéissants, avoir une vie modeste, hein, humble. Et par exemple, le matin, donc il y avait vraiment une discipline de vie, comme le matin, aller mendier des offrandes, et ensuite toutes ces offrandes, il les apportait au maître. Et ensuite, l'étudiant n'était pas autorisé à manger avant le gourou, après avoir apporté tous les offrandes. En fait, il devait attendre que le gourou avait mangé pour que lui-même puisse manger. Et puis, à la fin de la journée, euh, il devait baigner les pieds du gourou, préparer son lit, etc. Ils avaient aussi, le long de la journée, des responsabilités comme le fait d'aller chercher le bois pour chercher l'eau, puis assurer le feu s'il y avait un feu à faire, etc. Donc, en fait, lorsqu'on parle d'études, ils n'étudient pas comme nous, de nos jours, comme les enfants étudient. Ils étudiaient, lorsqu'on parle d'études, en fait, ils devenaient comme un membre de la famille du gourou. Ils étaient des serviteurs du gourou. Donc, ils devaient travailler dur. C'est pas simplement mémoriser par cœur. Ils avaient des tâches à assurer, une conduite exemplaire à assurer. Et ils mémorisaient les Védas avec l'aspiration de comprendre ainsi la sagesse antique. Et donc, ils pouvaient étudier comme ça auprès de un gourou ou de différents gourous. Et à la fin, ils faisaient une grande offrande au gourou à la fin de leurs études et retournaient dans leur foyer. Ainsi, cela marquait la fin donc, de cette étape de célibat. Ensuite, la deuxième étape, c'est la vie de famille. Sur la diapo. Elle commence lorsqu'il l'étudiant rentre chez lui. Bien, dès qu'il rentre chez lui, il doit se marier. Et pour se marier, avant d'être marié, vous êtes étudiant, n'est-ce pas? Et dès que vous êtes marié, d'un seul coup, c'est un style de vie complètement différent. Et donc, dans cette deuxième étape, qui est la vie de famille, on
pense que de ces 4 étapes de la vie, c'est l'étape la plus importante. Notamment parce que en fait, c'est la période la plus longue dans leur vie parmi les 4. C'est la plus grande partie de leur vie, ils vont la passer dans en tant que, en ayant une vie de famille et en plus, dans la caste des brahmanes. Des rituels quotidiens, des rituels liés à des événements spécifiques. Et il y a plein de rituels ensuite. Ensuite, la 3e étape de la vie spirituelle est la vie dans la forêt. Là, sur la diapo, la photo. Donc, il y a des contes, des récits ou dans les signes augmentants où on entend parler de donc on parle des gourous qui en fait donc quittent la vie sociale pour aller donc là en fait on parle de 3e ou 4e étape. Et ici dans cette 3e étape, on parle ici de la vie de forêt et en fait donc elle est caractérisée par le fait d'une vie d'ascèse où on doit se nourrir simplement de ce qu'on trouve dans la forêt. Donc c'est une vie très frugale, dure, parce qu'on peut se nourrir que ce qu'on arrive à trouver dans la forêt. Et puis aussi dans la forêt, il reste des pratiques à faire. En fait, c'est même le sens d'aller ainsi s'isoler dans la forêt, c'est pour avoir du temps pour pouvoir faire différentes pratiques. Donc, cette 3e phase de la vie, c'est une phase de pratique. Donc, ils ont des rituels comme à faire le matin, comme à allumer un feu, le feu de Brahma. Ensuite, ils ont des pratiques de prosternation, etc. Donc, En bref, ils pratiquent. Ensuite, quelle est la 4e étape? La 4e étape, c'est Samyasin. Cette étape de renoncement, certains l'appellent aussi l'étape de yogi. Elle consiste à abandonner le samsara, à abandonner le foyer, et une fois les cheveux coupés, on entre dans un renoncement définitif. Ainsi, en dehors de son propre corps, on abandonne toute chose. Puis on s'adonne à des pratiques d'ascèse, on s'impose des restrictions au niveau du corps, au niveau de la nourriture, on s'impose de ne manger qu'une fois par jour, de n'aller mendier qu'une seule fois par jour, de ne porter qu'un seul vêtement. Et puis on ne s'autorise à manger que ce que l'on a reçu en aumône. Et puis aussi on s'interdit de demeurer longtemps dans un même endroit. On s'oblige à aller à droite à gauche dans différentes régions et même lorsqu'on va en ville, on ne peut y rester plus d'une journée. Ainsi, dans cette vie d'errance, ils n'ont probablement pas à faire les nombreux rituels divers et variés. Mais néanmoins, en toutes circonstances, ils se doivent de réciter les Védas. Et puis, ils doivent aussi s'entraîner à la méditation afin de comprendre la nature du monde, obtenir la libération hors du samsara. Et puis aussi réaliser la nature ultime qu'ils appellent le grand Brahma ou le grand soi. En bref, ils partent à la recherche d'une libération qui est synonyme de bonheur définitif. Ainsi, compte tenu de ce mode de vie, les personnes qui sont dans cette phase dite samyasin, eh bien, on les appelle aussi bhikshu, on les appelle aussi yogi, on les appelle aussi shramana, etc. En bref, il y a diverses appellations que nous développerons une prochaine fois.
Quoi qu'il en soit, au sein de notre communauté bouddhiste, les mots de Samyasin, Bhikshu ou Shramana sont des mots que l'on retrouve souvent, n'est-ce pas? Ainsi, une grande partie des usages bouddhistes existaient déjà avant en Inde. La tradition de partir en signe de renoncement définitif existait avant le bouddhisme. Ainsi, on voit d'où viennent les traditions bouddhistes de partir en renoncement, de mendier sa nourriture, etc. Et donc, à l'époque où les populations aryennes commencent à se développer dans les régions fertiles des vallées du Gange et que les récoltes étaient fertiles, la vie était facile, dans le sens où les récoltes étaient abondantes, il y avait une certaine vie assez luxuriante, et donc il y avait beaucoup, un accès facile à la nourriture par l'agriculture, etc. Donc, de ce fait, lorsque les gens venaient mendier de la nourriture, c'était facile de leur donner de bonnes nourritures. La vie était confortable et donc ça ne posait pas du tout un problème d'aller mendier la nourriture. Et pour les foyers qui avaient de la nourriture, ce n'était pas un problème de faire des offrandes, des offrandes de nourriture. Ce n'était pas un problème parce qu'il y avait une telle abondance de nourriture à cette époque. Et c'est comme ça, en fait, que la tradition de mendier de la nourriture se développa, parce que ce n'était pas un problème, vu l'abondance de nourriture, de procéder de cette façon. Au contraire, donc ça s'est développé. Oui, alors ensuite, on a parlé des 4 principales, étapes dans la vie spirituelle, l'étude, la vie de foyer, la vie de forêt, ensuite la vie d'errance, ces 4 étapes. Mais on n'était pas obligé de suivre strictement ces 4 étapes. Par exemple, un jeune qui avait fait la période d'études et qu'à la fin, il avait vraiment un très fort renoncement, il pouvait directement passer à la vie dans les forêts, et cetera, sans avoir à mener une vie de famille. En dehors de ce type d'exception, partir en signe de renoncement constitue généralement la quatrième étape de la vie et on y entre d'une façon générale une fois qu'on est devenu une vieille personne, tout simplement parce que on a fini de remplir nos responsabilités familiales. Les enfants sont devenus grands et on peut à ce moment-là porter toute son attention, tous ses efforts dans la pratique spirituelle. Ceci dit, certains, ceux qui ont développé une très forte aspiration à abandonner l'existence ordinaire, peuvent, dès la fin de leurs études, s'engager directement dans cette étape finale. En résumé, à cette époque, une personne qui était parvenue à accomplir ces 4 étapes de la vie était considérée comme une personne excellente. C'est pourquoi il y a eu de nombreux récits sur des personnes ayant parachevé ces 4 étapes de la vie. C'est pourquoi, en résumé, en cette époque antique, l'Inde était un pays singulier qui, par son développement, son éducation, ses moyens, ses pratiques spirituelles élaborées, était incomparable à l'époque à tout autre pays. Ainsi, au prix de grands efforts, les Indiens de cette époque antique ont élaboré des pratiques spirituelles ainsi que toute une pédagogie de moyens de pratique qui avait un grand sens et qui était d'un grand bienfait. Notamment, cette tradition des 4 étapes de la vie a laissé de profondes empreintes ainsi qu'une grande influence dans la civilisation indienne par la suite. Alors, sur cette diapo, je souhaiterais vous montrer le développement des différents domaines de connaissances dans l'Inde antique. Les domaines de connaissances de l'Inde antique se sont développés principalement grâce à la religion,
En fait, c'était pour des buts religieux que ces domaines de connaissances se sont développés. Si on se demande pourquoi, par exemple, l'astrologie, pour quelle raison l'astrologie s'est développée? Eh bien, c'est parce qu'à l'époque, il y avait la nécessité de déterminer quel jour était approprié pour accomplir tel ou tel rituel. Et par conséquent, progressivement, ils se sont mis à s'intéresser au mouvement des astres et à calculer les jours en fonction des astres observés. Ensuite, la lecture, ou plus précisément la phonologie, cette connaissance s'est développée parce qu'ils accordaient beaucoup d'importance à la lecture des Védas. Comme c'étaient des textes sacrés, ils pensaient que si on prononçait mal les Védas, eh bien cela offenserait les divinités. Ensuite, comment la grammaire s'est-elle développée? Comment la grammaire s'est développée? Eh bien, c'est afin de comprendre le sens de la littérature ancienne, précisément et sans erreur, que la grammaire et l'étymologie se sont développées. La philosophie s'est développée parce qu'ils cherchaient à connaître la nature des divinités, autrement dit, la véritable nature des choses, et c'est par de nombreuses analyses et réflexions que la philosophie s'est développée. Toutes ces connaissances se sont développées en Inde. Ils ne se sont pas inspirés de connaissances cherchées dans d'autres pays. De la même façon, la médecine s'est développée en Inde. Ils avaient leur pratique médicale. L'origine de leur médecine vient des rituels d'offrande où ils offraient en sacrifice des êtres vivants, des animaux. Et pour cela, ils devaient être méticuleux parce que, par exemple, dans certains rituels, ils devaient offrir le cœur de l'animal, dans d'autres le foie ou encore la tête, les jambes. Ainsi, pour faire ces offrandes aux divinités, ils devaient ouvrir de nombreuses carcasses d'animaux. Et en ouvrant de nombreuses carcasses, ils ont appris sur l'anatomie. Ils ont appris la disposition des organes humains. Ainsi, c'est par la connaissance de l'anatomie humaine basée sur l'anatomie des animaux qu'est venue leur médecine. Ainsi, la médecine est considérée comme étant venue de la bénédiction des dieux. C'est ainsi qu'elle est traditionnellement considérée. Quoi qu'il en soit, lorsque la littérature des sutras apparaît en Inde, à ce moment-là, la médecine est bien développée. Ensuite, quant aux mathématiques, l'Inde a développé en particulier son propre système de mathématiques qui présente des caractéristiques spécifiques. Par exemple, le système décimal. Comment l'expliquer? Le fait de compter sur base de 10. De 10, après 10, ensuite le 100, etc., 1000. Donc c'est le fait de compter en base de 10. Cela vient de l'Inde. De même, ce qu'on appelle les chiffres arabes, vous savez, ces chiffres qu'on utilise pour les nombres de 1 à 9. Ces chiffres se sont développés en venant de pays arabes vers l'Europe. C'est la raison pour laquelle les Européens appellent ces chiffres les chiffres arabes. Néanmoins, ces chiffres arabes trouvent leur origine en Inde. C'est ce que l'on dit. De la même façon, le zéro, vous savez, le chiffre zéro.
En Inde, il se dit shunya, ce qui signifie vide. Ainsi, le chiffre qui représente le vide, shunya, est à l'origine du zéro et il apparaît pour la première fois en Inde. De la même façon, la géométrie est un domaine de connaissance qui s'est développé indépendamment en Inde. Et son origine vient des rituels d'offrande où il fallait élaborer des mandalas. Et pour établir ces mandalas, il fallait déterminer précisément les différentes dimensions, la longueur, la hauteur. Ainsi s'est développée la géométrie. En résumé, tous ces domaines de connaissances se sont développés grâce à la religion. Tous ces domaines de connaissances se sont développés grâce à la religion. Ce qui est triste est que les écrits d'époque sur ces domaines de connaissances de l'Inde antique, de nos jours, il ne doit pratiquement plus en rester de traces. Ensuite, je souhaiterais vous parler de ça. Je souhaiterais vous faire une introduction sur l'écriture dans l'Inde antique. Comme on en a déjà parlé, à l'époque où apparaissent les Védas, autrement dit à l'époque du Rig Veda, il n'y avait pas d'écriture. L'écriture apparaît plus tard et c'est avec l'apparition de l'écriture que vient le sanskrit et par la suite toutes les différentes traditions littéraires. Pour parler écriture, la première écriture est l'écriture brahmi. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Vous voyez, entourée ainsi sur la diapo. Ceci dit, l'écriture de la civilisation de la vallée de l'Indus, que l'on n'a toujours pas réussi à déchiffrer, constitue la première forme d'écriture. En dehors de cette écriture, l'écriture brahmi est la première qui apparaît. Elle est probablement apparue 6 siècles avant notre ère. Ensuite, 3 siècles avant notre ère, vient l'empereur Ashoka. Et les différents écrits de l'empereur Ashoka gravés dans la pierre demeurent de nos jours. De ces écrits gravés, il y a 2 types. De ces 2 types, l'un s'écrit de la droite vers la gauche et l'autre s'écrit de la gauche vers la droite. Ainsi, on distingue ces 2 types d'écriture. L'écriture qui se lit de droite à gauche est appelée Kharoshthi. Sur la diapo, vous pouvez voir cette écriture appelée Kharoshthi. La voici sur la diapo. Et l'écriture qui se lit de gauche à droite est l'écriture brahmi, comme vous pouvez le voir sur la diapo. Ensuite, au IVe siècle de notre ère est apparue l'écriture Gupta. Voici sur la diapo à quoi elle ressemble, l'écriture Gupta. Cette écriture étant apparue sous l'ère Gupta, on l'appelle l'écriture Gupta et elle est principalement basée sur l'écriture brahmi. Ensuite, arrivé au 7e siècle, l'écriture Gupta soudainement disparaît. Et les raisons pour lesquelles cette écriture disparaît ne sont pas vraiment connues. Ensuite, aux environs du 8e siècle, l'écriture Gupta réapparaît et se développe. Et en se développant, cette écriture va donner naissance à l'écriture Nagari. L'écriture Nagari, la voici sur la diapo. Ainsi, le développement de l'écriture Gupta donne l'écriture Nagari. Par la suite, lorsque l'on arrive vers le XIIIe siècle,
L'écriture nagari se raffine, elle s'améliore. Et cela aboutit à une nouvelle écriture que l'on appelle Devanagari. Le préfixe Deva a été rajouté pour montrer que c'était l'écriture du sanskrit la plus élaborée. En effet, le mot Deva signifie divinité. Cette écriture Devanagari devient l'écriture du sanskrit utilisée jusqu'à nos jours. De nos jours, c'est cette écriture qu'on utilise pour le sanskrit. Voici donc pour l'introduction sur l'écriture. Ensuite, pour parler du langage, ayant présenté l'écriture, abordons maintenant le langage. Oui, pour le langage, il n'y a pas de diapo particulière. Alors, à propos du langage, lorsque les peuples aryens arrivent dans le nord de l'Inde, ils se développent et progressivement commencent à occuper les plaines le long du Gange. Et au cours de cette expansion, il y a des dialectes divers et variés. Ces divers dialectes se mélangent. Les dialectes se mélangent et vient le terme pratika qui désigne une langue qui se forme de façon naturelle. Ainsi, on désigne un langage parlé. Par la suite, les langues se mélangeant différemment d'une région à l'autre, on se retrouve avec différents dialectes régionaux. Par exemple, on peut faire une analogie avec le Tibet où il y a les dialectes de l'Utsang, de l'Amdo, les dialectes des Kampa et différents autres dialectes. Par la suite, afin de standardiser le langage, les peuples aryens tirent du Rigveda, des Brahmanas, des Upanishads, de nombreux points de grammaire pour établir une nouvelle grammaire. Et cette réforme de la langue, elle se produit aux alentours du 5e siècle avant notre ère. C'est à l'époque de cet érudit dénommé Yashka. Et puis aussi au 4e siècle avant notre ère avec le grammairien Panini. Ces deux érudits ont réformé la grammaire du sanskrit, si bien que par la suite, elle a été acceptée dans l'Inde entier comme étant parfaitement pure, et le sanskrit sous cette forme était devenu la langue d'État. Ces deux érudits ont réussi ce tour de force pour le sanskrit. Par rapport au langage parlé, le sanskrit vient de nombreux érudits qui, avec grande minutie, ont raffiné et amélioré les différentes expressions de la langue parlée. C'est pourquoi on a appelé cette langue sanskrit, qui signifie excellent. Puis en finale, le dernier sujet pour aujourd'hui, le voici. Les derniers sujets aujourd'hui, ça s'est fermé tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le dernier sujet qu'on aborde aujourd'hui, est 다 가다 리제 다 거는 시베 리제熊的 첨시 熊的 도 熊的 바 도이미나 아니 comparaison 조디 des Védas, Brahmanas et Sutras. Donc, si on se les 좀좀저 Donc, on n'a pas 다대야 리제의 besoin d'en parler 완전 en termes de temps. Donc, donc les
Donc au départ, les Védas qui ont apparu dans à l'ère où les populations étaient dans la vallée du Punjab, première période védique. Lai chi le de ne mi ma nga to de min de yon res la ko ta lai na wa de chi de ji le yang zi chi Donc ko ma c'est donc à ce moment, donc c'est les populations aryennes vénéraient le ciel, l'aube, le soleil, etc., différentes divinités. Et c'est ce qui est traduit dans les textes de la première période védique. Ils écrivaient des poèmes sur la nature. Et puis ensuite, alors que ces populations védiques aryennes se développent le long de la vallée du Gange, donc ils développaient les rituels. Et de ce fait, les personnes dévouées eux-mêmes commençaient à développer de nouvelles coutumes de rituels. Et de cela, donc, viennent les écrits des brahmanas qui sont globalement, en fait, les commentaires sur les Védas, commentaires de rituels ou des explications détaillées sur ces rituels, pour montrer notamment le sens profond du sens de tous ces rituels. Et donc, les brahmanas commençaient à prendre de plus en plus d'importance, mais néanmoins, c'était des textes qui devenaient très élaborés, très compliqués, et donc va ensuite donc la volonté de synthétiser tout ça. Et c'est de là que vient les sutras. Donc, les sutras, en fait, c'est un peu comme des ouvrages de synthèse. Et ils étaient écrits en vers, écrits de façon poétique. Ils étaient très concis, c'était des textes courts. Et ainsi, si on veut réfléchir de façon facile pour comprendre la différence entre les Védas, les Brahmanas et les Sutras, donc c'est de cette façon. Donc on va en rester là pour aujourd'hui et on continue. Demain, c'est jour de repos et après-demain, je pense que nous, nous aborderons les six philosophies. Et là également, même dans les études bouddhistes, on étudie, on parle des six philosophies non bouddhistes. Et donc, à mon avis, si on aborde ce sujet, ça va être bénéfique. Donc, après étudier les six philosophies non bouddhistes, on abordera ensuite l'ère bouddhiste, etc. Donc, cette fois-ci, on a un peu étendu la période du cycle d'enseignement, mais ensuite, le sujet n'a pas changé. On a étendu la période de ce cycle d'enseignement, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et vraiment, si on veut rentrer dans les détails, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et là, le sujet, l'enseignement, c'est vraiment les origines du bouddhisme, les origines du mantra secret. Et donc, je ne veux pas avoir à courir et parcourir brièvement tout ça. Et donc, même si je ne vais pas avoir le temps de vraiment aborder le thème même des mantras secrets, comme on parle des origines, donc je veux vraiment prendre le temps de ne pas avoir à courir et vraiment bien aborder donc le contexte qui donne donc l'origine de tout ça. On termine avec les souhaits de dédicace. Par ses mérites, puissions-nous atteindre l'omniscience, vaincre les ennemis que sont nos mauvais actes et nous libérer de l'océan de souffrance qui nous ballotte au gré des vagues de naissance, maladie, vieillesse et mort.